Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme ni même d'un mandat. C'est quelque chose de plus discret que ça. Et beaucoup plus dangereux. En ce moment, tout semble aller bien. Les chiffres rassurent. Les indicateurs souriants. On vous dit que la tempête est passée. Que le système a tenu. Mais ce que je regarde, c'est pas ce qui brille à la surface. C'est ce qui a été déplacé. Reporté. Différé. Parce que certaines décisions ne cassent rien immédiatement. Elles affaiblissent lentement. Elles donnent l'illusion de la solidité, juste assez longtemps pour que plus personne ne regarde en dessous. Si vous avez l'impression que l'économie fonctionne, vous n'avez pas tort. Si vous avez l'impression que quelque chose ne colle pas, vous n'imaginez rien. Restez avec moi. Ce que nous allons suivre n'explose pas. Ça s'accumule. Et une fois que ça commence à retomber, il est déjà trop tard pour détourner le regard. Si ce type d'analyse vous est utile, abonnez-vous. Parce que la suite n'est pas visible au premier coup d'œil. Ce qui contrôle vraiment le système aujourd'hui n'a pas de visage. Ce n'est pas une personne. Ce n'est même pas une institution. C'est un signal, un ensemble de messages envoyés au marché, aux entreprises, aux ménages, des signaux qui disent « consomme maintenant, investisse maintenant ». Ne pose pas trop de questions sur plus tard. Pendant longtemps, le pouvoir économique reposait sur des règles stables, prévisibles, ennuyeuses parfois, mais fiables. Aujourd'hui, ce pouvoir s'est déplacé. Il ne vient plus de la cohérence, il vient de la surprise, de la pression, de l'imprévisibilité assumée comme méthode. Le système ne cherche plus à durer, il cherche à réagir, à gagner le prochain cycle, le prochain trimestre, la prochaine annonce. Et tant que les chiffres immédiats tiennent, tout le monde joue le jeu. Les marchés applaudissent, les décideurs respirent. Les avertissements sont classés plus tard. Mais un système gouverné par des signaux courts devient sourd aux conséquences longues. Et c'est là que le déséquilibre commence à s'installer. Parce que ce qui contrôle vraiment l'économie maintenant ne sait pas attendre. Le changement le plus dangereux n'a pas été annoncé. Il n'a pas fait la une. Il s'est installé lentement, presque poliment. Avant, l'économie avançait par ajustement. On corrigeait, on freinait. On acceptait parfois de perdre un peu aujourd'hui pour éviter de tout perdre demain. Aujourd'hui, cette logique a glissé, pas brutalement, progressivement. Ce qui était exceptionnel est devenu habituel. Ce qui devait être temporaire est devenu permanent. Les déficits records ne choquent plus. La pression politique sur les institutions indépendantes ne surprend plus. L'instabilité est rebrandée comme de la flexibilité. Et c'est précisément ça, le piège. Les crises rapides déclenchent des alarmes. Les changements lents anesthésiens. Quand une économie se transforme sans douleur immédiate, le cerveau collectif s'adapte. On ajuste les attentes, on baisse la garde, on confond absence de panique et absence de risque. Mais une structure peut rester debout tout en étant déjà fissurée. Elle tient. Jusqu'au moment où elle ne tient plus. Et ce moment-là ne prévient jamais. Parce que ce qui a changé en silence commence toujours par sembler parfaitement normal. Il y a eu un choc. Bref, violent. Impossible à ignorer. Un moment où le système a cessé de faire semblant. En 48 heures, des milliers de milliards de dollars de valeurs boursières ont disparu. Les indices ont chuté à une vitesse qu'on n'avait plus vue depuis une crise mondiale. Pas à cause d'une catastrophe naturelle, pas à cause d'un virus, mais à cause d'une décision politique annoncée comme une victoire. Puis, presque aussitôt, tout est revenu. Les marchés ont rebondi. Les graphiques se sont redressés. Les commentaires ont changé de ton. Et c'est là que l'erreur commence. Parce que ce moment n'était pas l'histoire. C'était le symptôme, un test de résistance. Le système a tremblé, puis il a été rassuré. On a conclu qu'il pouvait encaisser. Mais ce genre de secousse ne mesure pas la solidité. Il mesure la tolérance au choc et surtout ce qu'on est prêt à accepter comme normal. Si vous regardez encore, c'est que vous avez senti que ce n'était pas qu'un accident de marché. Abonnez-vous, car ce qui a permis la reprise rapide n'est pas ce qui empêchera la prochaine chute. Et la suivante ne préviendra pas avec un graphique.
Voici ce qui se passe réellement sous le capot. Quand une politique crée un gain immédiat, quelqu'un l'absorbe. Parfois une entreprise, parfois un consommateur, parfois le futur. Dans ce système, les bénéfices arrivent vite. Les coûts, eux, sont déplacés, repoussés, fragmentés pour qu'on ne les reconnaisse plus comme un seul problème. Les entreprises font tampon. Elles absorbent des hausses. Elles rognent leurs marges. Elles vendent les stocks accumulés avant le choc. Les ménages sentent un soulagement partiel, un chèque un peu plus élevé, une facture qui n'explose pas encore, assez pour croire que tout va bien. Et pendant ce temps, la dette grossit, silencieusement. Les déséquilibres commerciaux se creusent. Les signaux de prix montent. Ce mécanisme a un gagnant clair, ceux qui profitent maintenant, et un perdant invisible. Ceux qui paieront quand les amortisseurs céderont. Parce qu'un système peut redistribuer le temps, mais il ne peut pas l'annuler. Et quand les futurs arrivent, il arrive toujours avec intérêt. Puis, les signaux ont commencé à se contredire. Les prix montent, on dit que ce n'est que transitoire. Les taux devraient baisser. On exige qu'ils baissent. La main politique s'approche de ce qui, jusque-là, était tenu à distance. L'indépendance devient négociable. La crédibilité devient conditionnelle. Dans le même temps, les travailleurs manquent. Pas partout, mais là où ça compte. Moins de bras, plus de pression, salaire en hausse, coûts en hausse. Les entreprises hésitent. Investir ou attendre. Construire ou stocker. Signal ou reporter. Les chaînes d'approvisionnement se tendent, pas cassées. Tendues. Chaque décision prise pour soulager maintenant réduit la marge de manœuvre plus tard et le système accélère parce qu'il n'a plus le luxe de ralentir. Ce n'est pas une explosion, c'est une course. Une course entre l'ajustement et la perte de contrôle. Et dans une course comme celle-là, ce n'est jamais la vitesse qui décide de l'issue. C'est le moment où quelqu'un appuie trop tard sur le frein. À ce stade, ce n'est plus abstrait, ce n'est plus une courbe, ce n'est plus une projection. C'est vous. Vous le voyez dans les tickets de caisse, dans les contrats qui changent sans prévenir, dans cette sensation étrange que votre situation est correcte, mais fragile. Votre salaire progresse peut être, mais vos dépenses aussi. Et pas de façon régulière, de façon imprévisible. Vous repoussez une décision, un achat, un déménagement, un investissement. Pas parce que tout va mal, mais parce que vous ne savez pas quelles seront les règles demain. Et cette incertitude a un coût psychologique. Elle use, elle ralentit. Elle pousse chacun à se protéger individuellement. C'est comme ça que les systèmes se délitent. Pas dans la panique, dans la prudence excessive. Si cette analyse vous parle, restez. Abonnez-vous, parce que comprendre ce qui se passe est la seule forme de protection collective qui reste. Car lorsque chacun commence à agir seul, le système, lui, commence à se vider de l'intérieur. Et ce qui vient ensuite ne dépend plus seulement des chiffres. Ce qui se passe ici ne reste pas ici. Les marchés ne connaissent pas de frontières. Les chaînes de valeur non plus. Quand un système majeur devient imprévisible, le reste du monde ajuste. Rapidement. Et parfois, définitivement, les partenaires historiques commencent à se couvrir, à diversifier, à préparer des scénarios où la stabilité américaine n'est plus acquise. Ce n'est pas une rupture franche, c'est un glissement. Des accords sont ralentis. Des investissements redirigés, des dépendances stratégiques repensées. L'Europe parle d'autonomie. L'Asie renforce ses blocs régionaux. Les marchés émergents augmentent leurs réserves. Tout le monde se prépare sans le dire trop fort. Parce que dans l'économie mondiale, la confiance est un multiplicateur et le doute aussi. Chaque message contradictoire, chaque volte-face, chaque incertitude politique ajoute du bruit. Et le bruit est l'ennemi de l'investissement long. Le monde ne panique pas. Il s'adapte. Mais l'adaptation a une direction. Et une fois qu'elle est prise, elle est très difficile à inverser. Ce qui ressemble encore à une affaire domestique est déjà en train de redessiner les équilibres globaux. Et la question n'est plus si cela aura des conséquences ailleurs, mais où elles reviendront en premier. À partir d'ici,
Le système n'a plus qu'un nombre limité d'issues. Pas des prédictions, des trajectoires. La première, c'est l'ajustement. Les coûts remontent lentement. Les prix se stabilisent. Les institutions reprennent de la distance. La croissance ralentit, mais tient. Personne ne gagne vraiment. Personne ne perd tout à fait. La deuxième, c'est l'érosion. Plus silencieuse, les marges disparaissent. L'investissement recule. La dette devient structurelle. Les ménages s'adaptent en baissant leurs attentes. Le système fonctionne encore, mais moins bien chaque année. Et puis, il y a la troisième trajectoire, la rupture. Elle ne commence pas par un effondrement général. Elle commence par un point précis. Une confiance qui lâche. Un marché qui se fige. Une institution dont la parole ne suffit plus. À ce stade, les décisions deviennent réactives. Les options se ferment, les thèmes se contractent. Aucune de ces trajectoires n'est écrite d'avance. Mais toutes dépendent des mêmes variables. Crédibilité, patience, capacité à absorber la réalité sans la maquiller. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le luxe de l'inaction a disparu. Et la prochaine décision importante sera prise plus vite que la précédente. À ce stade, il serait tentant de rassurer, de dire que le système a déjà survécu à pire, que les marchés trouvent toujours un équilibre. Je ne vais pas faire ça, parce que le danger ici n'est pas l'effondrement brutal, c'est la normalisation du déséquilibre. Le moment où tout continue de fonctionner, juste assez mal pour que personne n'appuie sur pause. L'économie actuelle ne crie pas. Elle chuchote, elle vous donne des chiffres acceptables pendant qu'elle accumule des tensions invisibles. L'histoire montre que les systèmes ne s'écroulent pas quand tout va mal. Ils cèdent quand tout semble aller suffisamment bien pour ignorer les signaux faibles. La question n'est donc pas de savoir si cette trajectoire est brillante ou dangereuse. La question est de savoir combien de temps elle peut être prolongée. Avant que les ajustements ne soient plus des choix, mais des obligations. Et ça, personne ne peut encore le dater précisément. Mais une chose est sûre. Quand les conséquences deviennent visibles pour tout le monde, il est déjà trop tard pour les éviter. Si vous voulez comprendre ce qui vient avant que ça devienne évident, abonnez-vous. La suite ne sera pas plus confortable, mais elle sera nécessaire. Parce que ce qui arrive ensuite ne demandera pas votre opinion.